Voilà. Bonjour à tous. Oui, je me présente Denis Rousset, je suis animateur du Sage Charente. Je travaille dans une structure qui a un EPTB, le PTB Charente. Et donc effectivement, on a en charge l'animation d'un sage. Euh, je vais commencer à partager l'écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le partage d'écran fonctionne? Ça fonctionne, par contre, on n'est pas en plein écran là. Vous êtes... Oui. Je pense que c'est normal. Donc il faut que j'arrive à lancer la présentation. Ça fonctionne toujours? C'est bon. Ok. Donc oui, je vous propose de vous donner juste quelques éléments de contexte hein, sur le Sage Charente. Donc le Sage Charente, on est situé on va dire au nord du sud-ouest de la France, hein, sur le district Adour-Garonne. C'est un bassin, c'est un sage qui couvre un bassin, j'ai envie de dire presque complet, puisqu'il nous manque juste un affluent, l'affluent La Boutonne, donc qui disposait d'un sage avant que le sage Charente ne se mette en place. Donc on fonctionne entre, entre la Charente et la Boutonne, et également aussi avec un petit fleuve côtier qui est la Seudre, et avec lequel on partage un espace maritime commun. Parce qu'une des particularités du sage Charente, effectivement, c'est d'avoir non seulement le bassin versant du cours d'eau, mais aussi un espace maritime avec les îles d'Oléron et d'Aix également intégrés dans le périmètre du sage. Pourquoi, juste rapidement, hein, c'est qu'on est effectivement sur des enjeux au niveau littoral, qui sont très en lien avec les apports continentaux. Au final, on est sur un assez gros sage, hein, du coup, on est sur 664 communes, initialement 709, hein, mais il y a eu des fusions. On est sur 6 départements, principalement Charente et Charente-Maritime. On a aussi un peu de Dordogne, un petit peu de Haute-Vienne, un petit peu de Vienne, et un petit peu de Deux-Sèvres. Et donc sur la région Nouvelle-Aquitaine pour une superficie de 9300 km². Donc c'est le fait qu'on soit sur un grand sage a son importance par rapport à ce que je vais vous dire par la suite. On est donc sur un document qui a été élaboré entre 2011 et 2019. Donc 8 ans d'élaboration de sages. Bon, globalement, voilà, c'est vrai que les sages mettent un certain temps à être élaborés, hein. Donc entre 2011 et 2019, en passant par les étapes classiques, hein, je pense que vous avez aussi sur vos sages. Voilà, état initial, diagnostic, scénario, stratégie, rédaction, puis consultation, enquête publique, validation clé, donc le 8 octobre 2019, une approbation le 19 octobre 2019. Donc, sage composé avec des documents opposables, hein, qui sont toujours les documents aujourd'hui opposables sur le territoire. Donc, un PAGD, un plan d'aménagement de gestion durable, qui comprend 86 dispositions dont 5 opposables, je reviendrai dessus. Donc c'est le plus gros document hein, du SAGE hein, qui reprend toutes les étapes d'élaboration, de synthèse d'état des lieux, d'ex- enfin, exposant les orientations objectives du SAGE, et donc les dispositions qui sont euh, le niveau le plus précis, on va dire, en termes de recommandations et d'orientation données par le SAGE. On a également donc un règlement qui est une pièce obligatoire aussi pour les sages, avec 4 règles de gestion qui, elles, donc, sont dans un rapport de conformité sur les sujets qu'elles traitent.
Et puis donc l'évaluation environnementale, donc qui est le troisième document qui n'a pas de portée juridique en tant que tel, voilà, mais qui est également un document obligatoire dans le cadre du SAGE. Donc en termes de contraintes juridiques, on est avec le règlement sur un contrainte élevée, hein, puisqu'on est sur un rapport de conformité, c'est-à-dire que le règlement va apporter des restrictions, hein, par rapport aux usages de l'eau. On a cinq dispositions, donc quatre règles, hein, pour le rapport de conformité. On a cinq dispositions parmi les 86 qui sont dans un rapport de mise en compatibilité, notamment sur le SAGE Charente, ça concerne notamment les documents d'urbanisme, d'où le lien aussi avec la thématique du jour. Sur les cinq dispositions de mise en compatibilité, il y en a quatre qui concernent les documents d'urbanisme, SCOT, PLUI, etc. Et enfin, donc l'essentiel du PAGD qui reste au niveau de la recommandation de gestion ou d'action, donc qui n'a pas une contrainte juridique en tant que telle, mais qui effectivement a pour vocation d'amener les acteurs à aller dans le même sens, hein, si je puis dire, et à fonctionner de la même façon sur le bassin. Donc, notre SAGE, il est structuré autour de six orientations. Donc, une première orientation qui touche à la gouvernance, hein, sur l'organisation, la participation des acteurs et la communication. On a notamment un enjeu d'appartenance à un bassin. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur 6 départements et le fait que les acteurs se sentent comme faisant partie du bassin versant de la Charente, c'est pas une évidence pour tout le monde. Lorsqu'on est à proximité du fleuve, oui, bien sûr, mais lorsqu'on est sur des affluents ou des sous-affluents en tête de bassin, voilà, on peut perdre un petit peu on peut ne pas avoir ce sentiment d'appartenance et voilà, et de cohérence à l'échelle du bassin. Donc ça, c'est vraiment un enjeu qui était fort, qui ressort, enfin, qui fait ressortir un certain nombre comment, de- d'orientations par rapport à ça. Également une deuxième orientation qui touche les aménagements et la gestion sur les versants. Donc ça, c'était un peu une nouveauté, en tout cas quand on a élaboré le SAGE, c'est-à-dire que on a considéré qu'il y avait un certain nombre d'actions qui devaient être, enfin, qui devaient être considérées sur le territoire hors milieu aquatique. C'est vrai que souvent le sage, on se dit, bah là c'est pour la gestion de l'eau, donc on le centre sur les cours d'eau, on le centre sur les plans d'eau, on le centre sur euh, potentiellement sur les zones humides, mais voilà, on est vraiment en proximité de, de, de secteurs consacrés à l'eau, si je puis dire. Et là, l'idée, c'était d'amener les acteurs à considérer l'eau comme quelque chose de présent absolument partout. C'est-à-dire la goutte d'eau qui va tomber sur un secteur sec, elle fera partie du cheminement de l'eau et tous les aménagements du territoire qu'il y aura sur son chemin, sur son cheminement, vont participer soit à l'accélération du flux, soit à son infiltration pour alimenter les nappes, etc., etc. Et voir aussi participer à l'épuration des eaux en fonction de l'aménagement du territoire, même lorsqu'on est très loin des milieux aquatiques en tant que tels. Et donc, la clé à souhaiter qui est vraiment des dispositions spécifiques sur les versants. En complément, donc bien sûr, on retrouve des dispositions sur l'aménagement et la gestion des milieux aquatiques en tant que tels, donc ça reste le cœur des dispositions du SAGE. Et donc, sur ces trois premières orientations, on est sur des aspects très globaux. On n'est pas en lien avec une problématique de manque d'eau à l'étiage ou d'inondation ou de pollution. C'est vraiment des dispositions qui vont répondre globalement aux équilibres hydrologiques et qui vont participer de façon globale euh, à la prévention d'un certain nombre de problèmes comme ceux que j'ai pu énoncer. Et puis, donc en complément par rapport à ces orientations globales, ces trois orientations globales, on a donc trois orientations plus ciblées qui vont venir compléter sur euh, des objectifs voilà, plus ciblés autour du manque d'eau à l'étiage
la gestion et prévention du manque d'eau à l'étiage, gestion et prévention des intrants et rejets polluants, donc là on n'est plus sur un aspect qualité de l'eau. Et puis le pendant de la gestion et prévention de manque d'eau à l'étiage, c'est la prévention des inondations, donc là c'est la prévention du trop d'eau, si je puis dire. Donc, à côté, donc, oui, autour de ces orientations, enfin, plus exactement, en déclinaison de ces orientations, un certain nombre de règles, 4 règles, qui vont toucher aux zones humides, aux zones d'expansion de crues et de submersion marine, aux plans d'eau et aux ressources souterraines stratégiques pour l'eau potable. On voit que déjà sur les règles, on retrouve les zones humides et les zones d'expansion de crues qui vont et submersion marine qui vont fortement être liées avec les thématiques d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Et puis on retrouve 4 dispositions de mise en compatibilité vis-à-vis des documents de planification de l'urbanisme. Il y a donc une 5e disposition de mise en compatibilité, mais qui ne vise pas les documents de planification de l'urbanisme. Donc là, sur les 4 dispositions, on retrouve la protection du maillage bocager via les documents d'urbanisme, donc les haies, les zones boisées, voilà, les différentes formes de haies. Les zones humides qu'on retrouve également aussi en termes d'identification et de protection, les zones d'expansion de crues et les submersions, et les zones de submersion marine. Donc on voit que c'est des thématiques qui sont très fortes en termes d'aménagement du territoire, qu'on retrouve dans les orientations sur les versants et les milieux aquatiques. Et au regard de l'ensemble de ces dispositions, enfin, on va revenir un petit peu après, si vous le souhaitez, sur le contenu de ces dispositions dans le SAGE. Mais c'est vrai que ce qui était indiqué, c'est qu'il y avait nécessité d'accompagner les acteurs locaux pour la prise en charge, la prise en considération. Donc, le PTB Charente, qui est donc la structure porteuse du SAGE, a donc mis en place un projet pour élaborer un guide d'accompagnement qu'on appelait donc intégrer le cheminement de l'eau dans l'aménagement du territoire et qui est vraiment ciblé pour les collectivités en charge de documents de planification d'urbanisme. Donc voilà, les premières illustrations de ce guide que vous avez peut-être eu, je ne sais pas si vous l'avez eu la possibilité de le consulter, mais si ce n'est pas fait, ça pourrait être fait, ça pourrait être fait à l'issue de ce webinaire. Mais voilà, quelques illustrations de ce guide hein, voilà, qui, contrairement au SAGE, dont on voit que le SAGE, ça c'est lié à l'écriture des SAGE qui restent des documents juridiques et qui implique on, comment, on séquence vraiment les éléments. On parle des zones humides dans une disposition, on parle du maillage bocager dans une autre. On n'est pas forcément toujours dans la même orientation, on est sur des gros documents. Et donc, le lien entre ces différents éléments n'est pas forcément évident. Là, le guide avait pour vocation de rendre les choses moins juridiquement opposables, si je puis dire, moins écrites peut-être, plus illustrées et de manière plus pragmatique aussi, en essayant de mettre en avant des retours d'expérience ou des suggestions de, de- des suggestions de mise en place de projets, etc. Donc là, notamment, il y a des illustrations pour expliquer que l'aménagement du territoire ne peut pas faire l'économie de ne pas prendre en considération l'eau, on a des zones de production de ruissellement avec des axes de transfert de ruissellement, des zones d'accumulation de ruissellement qui, bien évidemment, vont avoir des impacts sur de potentielles inondations, mais aussi sur la possibilité de mettre en place ou non certains usages ou certains aménagements. Et puis, donc voilà, une première approche très globale qui implique de connaître sur son territoire la dynamique de ruissellement, infiltration, la dynamique de cheminement de l'eau d'une manière générale. Ensuite, sur la base de ce schéma-là, prendre en considération les éléments qui peuvent jouer sur cette circulation de l'eau. Selon qu'on a
ou pas du maillage bocagé qui va effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, ralentir l'eau ou orienter son écoulement selon qu'on va être sur avec talus ou sans talus, etc., avec un fossé ou pas de fossé. Donc le maillage bocagé, ça va être un élément important. Les zones humides, bien évidemment, selon qu'elles sont encore présentes, qu'elles ont été drainées, qu'elles sont valorisées ou pas, avec un aménagement une occupation du sol qui va permettre aussi aux zones humides de jouer leur fonctionnalité ou pas. Le réseau hydrographique, ça paraît, voilà, on l'oublie parfois, parce qu'on a tendance à considérer que le réseau hydrographique, c'est quelque chose de connu. On se rend compte que les grands axes, oui, globalement, sont connus. Quand on rentre un peu plus dans le petit chevelu, c'est beaucoup moins net. Déjà parce qu'il y a la distinction à faire entre ce qui est du cours d'eau avec toutes les caractéristiques du cours d'eau voilà, qui est une valeur réglementaire, hein. Et puis les autres éléments du réseau hydrographique, donc qui vont permettre là aussi de faire circuler de l'eau, y compris lorsqu'on n'est pas en cours d'eau. Les réseaux de fossés, notamment, vont avoir leur importance pour la circulation de l'eau. Mais ils ne sont pas forcément toujours connus. Et puis parfois, il y a du flou. Est-ce qu'on est sur du fossé? Est-ce qu'on est sur du cours d'eau qui a été reprofilé? C'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et donc, finalement, on a aussi besoin de peaufiner, d'améliorer notre connaissance du réseau hydrographique. Et enfin, les zones d'expansion de crue, donc qui sont souvent vues comme une fonctionnalité des zones humides. En réalité, on est sur des zones qui ne sont pas forcément les mêmes. On peut très bien avoir affaire à une zone humide avec tous les critères de zone humide, de pédologie, de botanique qui caractérisent une zone humide, sans que ce soit une zone d'expansion de crue. Ou ça peut être une zone d'expansion de crue qui n'est pas une zone humide. Voilà. C'est vrai que souvent, il peut y avoir un lien entre les deux, mais c'est pas toujours le cas. Donc, la clé du Sage-Charente a choisi de distinguer ces deux types de zones avec des fonctionnalités propres et à bien les mettre en évidence vis-à-vis des documents d'urbanisme. Donc, le guide, il commence par euh, voilà, expliquer pourquoi c'est important de prendre en considération l'eau en amont de tout projet d'aménagement du territoire ou d'urbanisme. Et ensuite, il met le focus sur un certain nombre d'éléments paysagers ou du territoire à prendre en considération, qu'il faut dans un premier temps connaître, savoir comment ils sont présents ou pas sur le territoire, ou quel potentiel il y aurait sur le territoire. Et ensuite, c'est ce qui doit permettre de mettre en place des dynamiques de protection, des éléments qu'il est important de garder, voire de restructuration, de réhabilitation, voilà, de remise en place finalement de ces éléments du paysage. Je pense notamment par exemple à de la replantation de haies ou, voilà, ou de la revalorisation de zones humides qui peuvent aussi être mises en avant dans le cadre de projets d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. Et tout simplement de valorisation. Donc, si je reprends, n'hésitez pas à m'interrompre hein, si ça va trop vite ou s'il y a des éléments sur lesquels vous souhaitez réagir. Donc là, je vais reprendre les principaux éléments qui sont développés dans le cadre du guide, en m'appuyant sur ce qui est écrit dans le SAGE, parce que ce guide a vraiment été élaboré en partant du SAGE, avec une structuration différente pour que ce soit euh, plus lisible, on va dire, plus opérationnel pour les acteurs de l'eau et pour les acteurs, et surtout pour les acteurs de l'aménagement du territoire qui ne sont pas forcément aussi au fait des questions de gestion de l'eau que ne peuvent l'être les acteurs de la clé ou des milieux aquatiques. Donc, concernant le maillage bocagé, on s'est permis voilà, de préciser une définition, voilà, de choisir hein, une définition de ce maillage bocagé en considérant que c'était l'assemblage de parcelles, champs ou prairies de forme irrégulière ou de dimension inégale, limitées et closes par des haies. Donc, c'est une
une vision très large du maillage bocagé. C'est pas uniquement, enfin, ce que souvent on dit, on fait l'inventaire des haies. Dans le cadre du Sage-Charentes, on demande bien le maillage bocagé dans son ensemble et dans sa diversité, parce que c'est bien l'ensemble du maillage des éléments arborés ou bocagés qui vont avoir leur incidence sur la gestion de l'eau et pas uniquement, entre guillemets, le réseau des haies. Voilà, donc ça peut être considéré comme une succession de haies, talus, boisements, y compris d'arbres isolés. Voilà, une vision très, très globale. Euh, là, là, je vous ai mis un extrait de ce qui est véritablement dans la disposition du SAGE, dans la disposition B15 du SAGE, concernant le maillage bocager, qui est une disposition de mise en compatibilité vis-à-vis des documents d'urbanisme. Je ne vais pas vous la lire, hein. C'est juste pour expliquer qu'effectivement, dans le SAGE, on est dans quelque chose de très rédigé. Et c'est important parce qu'effectivement, il y a une portée réglementaire. La portée réglementaire de la mise en compatibilité, elle est notamment sur la première phrase, hein, qui indique donc que les documents d'urbanisme doivent être compatibles ou, si nécessaire, rendus compatibles avec l'objectif de préservation des dispositifs bocagers et autres éléments arborés, y compris les arbres isolés. Donc, on en remet une couche, hein, pour dire on n'est pas que sur le réseau des haies. Donc ça veut dire, mise en compatibilité, ça veut dire que aucun document d'urbanisme ne peut remettre en question la préservation de ces éléments-là. Ça induit, excusez-moi, je fais une fausse manip, ça induit, même si c'est pas dans la compatibilité elle-même, même si c'est déjà un raisonnement qu'on peut faire par rapport à ça, qu'il y a une nécessité de connaître le maillage bocagé. Pour protéger quelque chose, il faut déjà savoir ce qu'on a à protéger. Voilà, ce qui induit donc la nécessité de connaître, d'inventorier ou de recenser les éléments présents sur le territoire. Donc, c'est pas neutre du tout, en fait, vis-à-vis des documents d'urbanisme. Deuxième disposition de mise en compatibilité. Alors, il y en a deux pour le prix d'une, hein, si je puis dire. Il y en a deux qui concernent les zones humides. Une qui est vraiment à la disposition de mise en compatibilité, donc est le copier-coller un petit peu du maillage bocager avec identifier et protéger les zones humides via les documents d'urbanisme. On insiste un peu plus sur l'identification de ces zones humides. Ça, c'est lié aussi à notre contexte sur le bassin de la Charente où on est, par rapport à beaucoup d'autres territoires, en retard sur les inventaires de zones humides. Euh, Quand le SAGE s'est mis en place, je ne vais pas dire qu'il n'y en avait pas du tout, il y en avait quelques-uns relativement isolés, certains anciens, et la grande majorité du bassin n'était pas couverte d'inventaire de zones humides et il n'y avait pas de dynamique lancée pour les mettre en place. Donc, c'est aussi des enjeux du SAGE Charente que de lancer cette dynamique d'inventaire des zones humides. D'où le fait qu'on ait rajouté le mot identifié même dans le titre. Euh, c'est ce qui explique aussi la disposition C24, qui, elle, s'adresse à la structure porteuse du SAGE, hein, donc à l'EPTB, et qui demande, la clé demande donc à l'EPTB d'assurer la synthèse et la coordination des inventaires, donc d'animer vraiment la démarche de mise en place des inventaires et d'accompagner sa réalisation. Ça a été vraiment une des justifications sur la mise en place du guide, euh, ce- cet attelage-là. On reste sur le même principe que l'inventaire du maillage bocager. Pour protéger, il faut connaître. Voilà. Voilà. Après, bien sûr, on réinvente pas l'eau tiède, hein, c'est-à-dire que les zones humides, elles ont une définition réglementaire, donc on s'appuie sur cette définition-là euh, qu'on reprend, qu'on reprend dans la disposition du SAGE. Troisième élément, c'est le réseau hydrographique. Alors là, on n'est pas sur... Donc, réseau hydrographique, un peu comme pour le maillage bocager, on s'est permis de reprendre une définition qui est la définition du ministère de la Transition écologique et solidaire, hein, qui a été retenue dans le cadre du PAGD du SAGE. Donc, ensemble des éléments naturels, en gros les rivières, ou artificiels de réseau, drainant un bassin versant. C'est vraiment partout où il y a de l'eau présente, circulante.
qu'on va avoir ce réseau hydrographique. C'est important de le dire parce que souvent on fait la confusion entre réseau hydrographique et cours d'eau. Les cours d'eau ne sont qu'une partie du réseau hydrographique sur lequel il y a des contraintes réglementaires spécifiques et importantes et qui peuvent, en tout cas sur notre territoire, qui ont pu euh, ralentir, bloquer, poser des problèmes à l'inventaire des cours d'eau, hein, parce que justement derrière il y avait des enjeux importants réglementaires. Donc, pour pallier ou pour compléter finalement ces inventaires de cours d'eau, on est plus dans la logique de dire cours d'eau ou pas cours d'eau, on cherche à connaître l'ensemble du réseau hydrographique. Et ça, il y a plusieurs portes d'entrée pour ça. Il y a effectivement les inventaires lorsqu'ils vont se mettre en place dans le cadre des documents d'urbanisme, mais ça peut aussi être les structures en charge de la GEMAPI qui vont pouvoir alimenter cette connaissance du réseau hydrographique. Dans le Sage-Charentes, on n'a globalement pas choisi, on n'a pas ciblé qui devait faire. Alors bien sûr que, là je vous parlais tout à l'heure du maillage bocager, on sent bien que ça peut être plus dans le cadre de documents d'urbanisme que ça va pouvoir se mettre en place, mais rien n'interdit à une structure gémapienne qui prend en considération le bassin versant dans son ensemble de prendre, sa part sur cet inventaire-là. C'est la même chose pour le réseau hydrographique ou pour les zones humides ou pour les zones d'expansion de crue qu'on verra tout à l'heure. Le principe étant que on doit aller vers une mutualisation de ces connaissances et que ces connaissances-là, elles soient voilà, partagées par l'ensemble des acteurs. euh, D'une part, pour être au plus proche de l'exhaustivité de la connaissance d'ensemble. Ça permet aussi de mieux partager les enjeux entre les acteurs et donc ensuite de mieux partager des objectifs de gestion en prenant en compte les différents enjeux et les différentes contraintes des uns et des autres. Donc on est vraiment là aussi dans cette notion de partage qui rejoint l'orientation de concertation des acteurs dont je parlais tout à l'heure au début. Pour en revenir donc au réseau hydrographique, ce n'est pas une disposition de mise en compatibilité vis-à-vis des documents d'urbanisme, même si vous voyez elle a exactement le même titre pratiquement. Donc, pour vous donner toute l'histoire, c'était initialement une disposition prévue pour être opposable, enfin, une disposition de mise en compatibilité vis-à-vis des documents d'urbanisme. Voilà, il se trouve que juridiquement, euh, on ne disposait pas d'éléments suffisants pour la rendre disposition de mise en compatibilité vis-à-vis des documents d'urbanisme, notamment du fait qu'on est sur une dimension très proche de la GEMAPI, hein, la gestion, voilà, la compétence de gestion de l'eau et des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Pour autant, voilà, il a semblé à la clé que les collectivités territoriales, notamment en charge de l'urbanisme, pouvaient avoir leur rôle à jouer dans cette connaissance du réseau hydrographique et aussi dans sa protection pour les éléments qui avaient des rôles importants à jouer vis-à-vis des enjeux de l'eau. Le dernier élément, les zones d'expansion de crue, dont je vous ai parlé tout à l'heure en vous disant que souvent on considérait que c'était une fonctionnalité des zones humides, et que c'est souvent le cas. Mais la définition qu'on en donne, c'est donc un espace naturel ou aménagé où se répandent les eaux lors du débordement des cours d'eau, dans leur limageur. Donc, cette notion de limageur. Et donc, en stockage momentané des eaux, le stockage momentané des eaux donc dans ces zones permet de décréter les crues en étalant la durée d'écoulement. Donc, on parle en général de zones d'expansion de crues pour des secteurs non ou peu urbanisés et peu aménagés. Ça, c'est une généralité, mais qui est pas forcément vraie partout. Les ZEC, généralement, sont connus euh, dans les PPRI, dans les plans de prévention inondation, du risque inondation, ou dans les AZI, les atlas des zones inondables. Donc c'est vrai que l'apport du SAGE là-dessus, ça a été de dire les ZEC peuvent aussi être présentes plus haut sur les bassins versants, en allant sur les têtes de bassins. On peut aussi avoir des zones de rétention d'eau finalement tout en amont des bassins qui vont avoir un rôle
qui ne sera pas forcément négligeable, hein, sur les crues qui pourraient avoir lieu en aval. Donc ça, c'est quelque chose aussi un petit peu nouveau, hein, puisque parler à des acteurs qui sont en tête de bassin, leur dire qu'ils peuvent avoir un rôle à jouer sur les crues qui ont lieu en aval, alors que eux ne sont pas concernés sur leur territoire, c'est une notion de solidarité amont-aval ou tête de bassin-vallée. C'est des notions de solidarité que la clé a voulu aussi mettre en exergue, hein, par rapport à ça. Donc voilà, juste là, pour résumer un petit peu, en gros, une ZEC, c'est une zone de débordement potentiel auquel on soustrait les zones urbanisées. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans une dynamique de vouloir, en tout cas dans le Sage-Charentes, hein, de vouloir déconstruire des zones qui seraient soumises à inondation. C'est pas le but. Par contre, des secteurs où il n'y a pas d'urbanisation actuellement et qui ont un rôle d'écrêtement des crues, vigilance à ne pas en supprimer la fonctionnalité qui pourrait du coup aggraver des inondations ailleurs sur le bassin. Donc là, de la même façon, on retrouve une disposition qui demande à identifier et restaurer les zones d'expansion de crues, qui s'adresse, c'est pas dit comme ça, mais enfin si, c'est dit très clairement, qui s'adresse plus spécifiquement aux collectivités en charge de la GEMAPI. Et puis, il y a une autre disposition qui, elle, s'adresse aux documents d'urbanisme, qui demande à protéger les zones d'expansion des crues via les documents d'urbanisme. Donc là, on voit bien que la clé a souhaité qu'il y ait un espèce d'attelage qui se mette en place entre les compétences GEMAPI et la compétence urbanisme, pour que les connaissances de l'un servent euh, à ce que l'autre puisse mettre en place les mesures de protection nécessaires. Là aussi, ça reste adaptable. On est sur un grand bassin avec des cas de figure, des structurations des acteurs qui peuvent être très différentes d'un endroit à un autre, d'un secteur à un autre. Donc, il fallait aussi que les acteurs puissent adapter ces objectifs globaux à leur organisation d'acteurs. Donc, vous voyez que si on reste sur le sage, euh, voilà, on peut lire le sage, mais en plus, là, je vous ai fait un extrait de 4 ou 5 dispositions sur 86. C'est pas forcément évident de s'y retrouver. Et voilà, on peut se poser la question, effectivement, de savoir parmi tous les acteurs du bassin qui a vraiment lu le sage. Voilà, on va regarder les choses qui nous intéressent de façon très, très ponctuelle. Et là, finalement, pour les acteurs de l'urbanisme, c'était un petit peu éparpillé dans différents endroits. D'où donc le guide qui va essayer de redonner du lien à tout ça, une vision d'ensemble. Donc là, je vous ai mis donc le guide à la page de couverture, hein, qui reprend ces éléments-là. Là, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure. Et le guide est vraiment structuré de cette façon-là, c'est-à-dire en reprenant l'intérêt d'avoir une approche d'ensemble de l'eau sur un territoire, et ensuite de regarder vis-à-vis de cette circulation globale de l'eau, comment les éléments structurants de l'aménagement du territoire, que sont les zones humides, zones d'expansion de crue, réseaux hydrographiques et maillage bocager, se configurent, et comment est-ce qu'on peut jouer sur ces éléments-là pour faire en sorte que la gestion de l'eau soit harmonieuse dans le projet de territoire du document d'urbanisme. Voilà, donc avec des points plus spécifiques sur le maillage bocager, les zones humides, réseau hydrographique, zone d'expansion de crue. Le principe était aussi, donc on regarde les différentes composantes du cheminement de l'eau. Le principe était aussi dans ce guide de pouvoir être dans une démarche modulable. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur un grand bassin avec beaucoup d'acteurs et des configurations d'acteurs qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas forcément homogènes sur l'ensemble du bassin. Donc, il fallait que ce guide puisse s'adresser à tout le monde et que chacun puisse s'adapter, adapter sa méthode aux caractéristiques de son territoire. Donc, en fait, le guide, il est vraiment fait en trois temps. Une première partie sur l'introduction voilà, qui reprend tout ce que je vous ai énoncé jusqu'à présent, un cheminement de l'eau,
qu'est-ce que demande le sage, qu'est-ce que c'est que cette protection demandée par le sage et qui a ce fameux rapport de compatibilité vis-à-vis des documents d'urbanisme et les différentes composantes du cheminement de l'eau. Nous, on a été confronté au fait que euh, un certain nombre d'acteurs s'étaient posé la question de l'inventaire des zones humides sous l'impact de d'autres acteurs, notamment l'Agence de l'eau, hein, qui a une démarche d'accompagnement financier pour les inventaires de zones humides, mais s'était pas forcément posé la question des zones d'expansion de crues ou du maillage bocager, ni même du réseau hydrographique. Donc, ça nous semblait important qu'on élargisse un petit peu le propos, qu'on reste pas uniquement sur la thématique des zones humides, même si elle est très importante, hein, bien sûr, et de dire, ben, tant qu'à faire, améliorer la connaissance en vue d'améliorer la gestion, cette amélioration de connaissance, il doit pas, enfin, tant qu'à aller sur le terrain, regarder ce qui est présent, ne restons pas focalisés que sur les zones humides, profitons-en pour regarder le maillage bocager, regardons les zones d'expansion de crues en tant que telles, et puis les éléments du réseau hydrographique. Voilà, c'est ça un petit peu l'objet principal de ce qu'on a cherché à faire passer comme message dans l'introduction. Ça met en évidence la nécessité d'inventaire, hein. Pour pouvoir protéger, valoriser et gérer, il faut connaître. Et, et il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui, c'est des éléments qu'on n'a pas forcément sur nos territoires. Et donc, mais d'accord, inventorier, comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, le guide, il avait aussi pour objet de préciser des éléments qui n'étaient pas présents dans le sage. Comment est-ce qu'on peut monter, dérouler une étude d'inventaire? Quels sont les éléments de cadrage? Comment est-ce qu'on va bancariser les données de manière à ce qu'elles puissent être exploitables à différentes échelles? Et le tout, bien sûr, en optimisant au maximum l'effort qu'on va y mettre dessus, c'est-à-dire pas perdre de temps sur des critères finalement qui vont pas nous servir ou peu nous servir. Et par contre, vraiment se focaliser sur les critères les plus essentiels et qui seront regardés par l'ensemble des acteurs. Ça, c'est vraiment la deuxième partie, la méthode d'inventaire. J'ai quelques diapos plus précises là-dessus si vous souhaitez que je revienne plus en détail là-dessus. Et puis, il y a également, en troisième point, la protection dans le document d'urbanisme. On a souhaité mettre en place une passerelle, on va dire, vers les outils d'urbanisme en tant que tels. Vous verrez que cette partie-là n'est pas la plus développée du guide, tout simplement parce qu'on a considéré dans le groupe de travail que on rentrait vraiment dans le métier de l'urbaniste qui, en termes d'outils de protection, était mieux armé avait une meilleure connaissance que ce que les acteurs de l'eau pouvaient avoir sur la protection de l'urbanisme. C'est juste pour voilà, commencer la discussion, commencer le recensement des différents outils disponibles, en sachant que ce guide a été élaboré en concertation avec les acteurs de l'urbanisme, hein, du territoire. Donc, c'est aussi leurs retours qui nous ont permis d'alimenter cette partie-là. On n'est absolument pas sur quelque chose d'exhaustif. C'est vraiment pour donner des idées, hein. On est sur un guide, on n'est pas sur un cahier des charges. Ça, c'est important aussi de le dire. Bon, Denis, je t'interromps juste pour dire qu'il reste une petite quinzaine, vingtaine de minutes. Donc, si tu veux essayer peut-être de finir rapidement pour qu'il puisse y Oui, avoir quelques questions. Et ça marche. je précise aussi pour ceux qui ne connaîtraient pas le sage Chiraval par cœur que, on a le même type de disposition qui demande à une compatibilité avec les documents d'urbanisme sur les zones humides et sur les zones d'expansion de creux. OK. Donc, rapidement, la méthode d'inventaire, le principe retenu dans notre guide, là aussi c'est modulable. Nous, on a parti du principe qu'il fallait tout regarder d'un coup. Les acteurs, après, peuvent faire le choix de dire, nous, on a déjà fait un inventaire de zone humide, on va compléter avec le maillage bocager. Ou... Voilà. Donc, ça reste un guide. On s'en sert pas, on s'en sert pour partie ou bon, on espère qu'on ne le laisse pas complètement de côté. Voilà. Mais voilà, c'est contrairement au sage, c'est pas opposable. Ça reste un guide pour accompagner. Donc le principe délimiter
identifier, délimiter, caractériser. C'est vraiment les trois éléments. C'est pas uniquement dire oui, c'est de la zone humide, mais c'est OK, mais c'est de la zone humide jusqu'à comment on dessine l'élément de zone humide. Et puis, à l'intérieur de cet élément de zone humide qu'on a dessiné, c'est quoi les caractéristiques? Est-ce que c'est une zone humide qui est très fonctionnelle? Est-ce qu'elle l'est un petit peu? Est-ce qu'elle l'a été? Voilà. Donc, le principe, c'était possibilité de démarche groupée. L'idée, c'était au maximum de favoriser les économies d'échelle et l'optimisation des connaissances, que les gens sur un même territoire puissent se parler, qui est vraiment une optimisation de ce point de vue-là, et que finalement, on puisse tout partager au maximum les éléments connus ou recensés, avec tout ou partie donc des éléments en fonction des connaissances mobilisables et bien sûr des volontés. Le portage, globalement, il pouvait se faire à l'échelle des collectivités en tant que telles, donc soit les communes, soit les EPCI, pour travailler sur leurs documents d'urbanisme, SCOT, PLUI, etc. Et ça, on est vraiment dans une logique de pouvoir protéger, c'est-à-dire on identifie pour protéger. Et puis, il y a également la possibilité de travailler euh, par les syndicats de bassin, syndicats GEMAPIens, hein, qui eux vont mener des programmes d'action sur la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, qui vont pouvoir valoriser aussi des éléments maillage bocager, de zones humides, etc., dans le cadre de leur programme d'action. Et donc là, l'idée, c'est aussi qu'il y ait une articulation entre cette notion de protection, qui est plus de l'ordre des collectivités en charge de l'urbanisme, et puis les structures plus en charge de la gestion et valorisation milieu aquatique. Et puis, bah, donc, nous, on est sur un, je sais pas quelles sont vos conditions sur votre territoire. Nous, c'est vrai qu'on a un accompagnement de l'Agence de l'eau à 80% de ces inventaires. Initialement, c'était que pour zone humide et ça a été élargi pour l'ensemble des éléments les éléments du paysage, à condition qu'il y ait les zones humides dedans. Partenariat, donc bien sûr le PTB qui va accompagner, bah, ne serait-ce que par le guide, mais aussi par l'avis du guide, et puis un certain nombre d'autres assistants à maîtrise d'ouvrage qu'on peut avoir sur le secteur. Rapidement, ça passe par déterminer une zone d'étude. Euh, il faut savoir sur quelle zone voilà, et se poser la question de savoir est-ce qu'on va travailler à la commune, est-ce qu'on va travailler à l'EPCI, est-ce qu'on va travailler au bassin versant. La première question à se poser, où est-ce qu'on sera le plus efficace par rapport à nos enjeux, nos objectifs dans le secteur. Ensuite, recenser les données disponibles, les données de prélocalisation, en termes de cours d'eau, en termes des données de ralentissement dynamique qu'on peut avoir, nous, à l'échelle de l'EPTB, etc. Donc, bien sûr, pas recréer de la donnée déjà existante, hein, vraiment mobiliser la donnée existante, c'est ça. Ensuite, on part sur les inventaires de terrain, voilà, sur lesquels il y a un certain nombre d'éléments dans le guide. Et ces inventaires de terrain, donc, ensuite, nous permettent de renseigner la base de données. Et là aussi, l'idée, c'est que cette base de données, elle soit partagée au maximum par les acteurs et en fonction des différentes utilisations qu'on pourra en avoir. Donc, à l'échelle du bassin de la Charente, ça se traduit de la manière suivante. On part d'une étape zéro, qu'on a appelée comme ça. À l'échelle du bassin de la Charente, on a un certain nombre de prélocalisations qui ont été recensées par le PTB, entre autres, hein, mais pas que. Ensuite, on a l'échelon intercommunal en lien avec un échelon communal ou local. Parce que le local, c'est pour envisager la possibilité de regroupement de communes qui ne montent pas au niveau EPCI, hein. On a vraiment là aussi essayé de prendre en considération les différents cas de figure possibles. Et donc, sur la base des prélocalisations, il y a une première étape qui est le lancement de l'inventaire. Donc, voilà, soit par le PCI, la commune ou le syndicat mixte GEMAPI. Mais c'est pas parce que ça se lance à l'échelle de l'EPCI que c'est forcément à l'échelle de l'EPCI que l'inventaire précis doit être mené. On peut avoir des très gros EPCI où finalement on est déjà assez éloigné du niveau local. Donc, même si c'est l'échelon intercommunal qui lance la démarche, il peut avoir intérêt à s'appuyer sur une structuration de concertation locale qui va redescendre au niveau de la commune ou de regroupement de communes. Donc ça, c'est des choix aussi qui doivent se faire à cette étape 1. Et ensuite, en s'appuyant sur le maillage local, communal, par exemple, on va pouvoir mettre en place des concertations locales sous forme de groupes d'acteurs locaux
Donc là aussi, ce sera à adapter en fonction de chaque contexte local, qui vont ensuite accompagner enfin, qui vont être sensibilisés par les acteurs techniques, hein, qui vont véritablement mener les études et inventaires sur le terrain, en lien avec ce groupe d'acteurs locaux aussi faciliter, qui a aussi pour objet de faciliter les prises de contact, enfin les accès tout simplement, hein, sur le terrain, parce qu'on arrive quand même sur des accès privés. Il peut y avoir une phase de levée de doute, c'est-à-dire une fois qu'on a effectivement fait ces différentes inventaires, ah ben, on ne comprend pas pourquoi finalement à cet endroit-là vous estimez que c'est humide, on n'est pas sûr, ou même le bureau d'études, hein, lui-même va pouvoir dire, là on aimerait avoir l'avis des acteurs locaux. Et puis ensuite, il y a une restitution locale qui se fait donc vraiment à l'échelon local, avec différentes options, hein. Il peut y avoir des réunions d'exploitants agricoles, des présentations publiques, etc. Là aussi, en fonction des choix et des besoins. Avant donc une synthèse à l'échelle intercommunale, qui va notamment servir si on est dans le cadre d'un SCOT ou d'un PLUI, et puis qui va également permettre donc cette préservation de l'urbanisme, hein, via les outils de gestion de l'urbanisme, avec aussi des possibilités d'améliorer la gestion et la valorisation via les GEMAPiens notamment, mais pas que. Et puis, si on remonte à l'échelle du bassin de la Charente, et donc là, on retrouve l'échelle EPTB, donc une synthèse finalement globale à l'échelle du bassin qui va se monter progressivement au fur et à mesure des inventaires qui se font, pour là aussi valoriser ce qui a été fait par les acteurs locaux et en améliorer la gestion. Voilà, j'ai essayé d'aller un petit peu rapidement sur cette dernière partie. Là, c'était juste une toute dernière diapo pour vous illustrer un petit peu ce qu'on a mis sur la dernière partie qui fait le lien avec la protection via les documents d'urbanisme. Voilà, mais qui reprend un certain nombre d'éléments sur lesquels je ne vais pas forcément revenir parce que je ne voudrais pas que ça prenne tout le temps d'échange. Voilà. Merci beaucoup, Denis. Il y a juste une question dans le chat de Natacha que je lis pour tout le monde. Y a-t-il eu beaucoup de collectivités et leurs groupements qui ont réalisé les inventaires du maillage bocagé et comment les encouragez-vous? Alors, au jour d'aujourd'hui, la plupart des collectivités qui se lancent dans les inventaires intègrent les maillages bocagers. Ça a été, c'est pas forcément euh, à mettre au crédit du sage. Alors, même si bien sûr, on a bien sûr accompagné ce mouvement-là et on est très heureux que ça se fasse. Et puis, on encourage, hein, systématiquement à ce que l'inventaire de maillage bocagé puisse se faire. Mais c'est vrai que ça a été une démarche un peu lancée par d'autres sages autour de nous, notamment le sage Boutonne, qui avait prévu donc cet inventaire du maillage bocagé et ça a donné un petit peu l'habitude que l'inventaire de maillage bocagé se fasse en même temps que l'inventaire de zone humide. Donc en général, nous, on n'a pas eu de difficulté particulière par rapport à ça. Ce qu'on essaie, nous, de faire, c'est de faire évoluer ces inventaires de maillage bocagé, puisque jusqu'à présent, il est essentiellement vu avec les approches un peu classiques de maillage bocagé façon trame verte et bleue. Donc, aspect biodiversité, aspect paysage qui sont importants, hein, pour les maillages bocagers. Nous, on essaie d'appuyer un peu plus sur les critères en lien avec les fonctionnalités hydrologiques, c'est-à-dire de quelle manière ce maillage bocager il va intervenir dans le ralentissement dynamique de l'eau ou il va permettre l'épuration des eaux. Voilà. Ça, on essaie de le faire évoluer pour qu'il prenne mieux en compte ces dimensions-là. On a un peu plus de mal aujourd'hui à avancer sur les zones d'expansion des crues, parce que là, effectivement, on s'adresse essentiellement sur les territoires en tête de bassin et voilà, c'est pas forcément vu comme une priorité sur ces secteurs-là. On considère qu'il y a déjà les PPRI et les AZI qui ont identifié ces zones d'expansion de crues. Oui, merci donc pour cette présentation donc de ce guide qui me semble un élément pour moi intéressant, très intéressant et qui faudra sans doute généraliser à l'ensemble des bassins
parce que ça permet déjà d'avoir un langage commun entre les différents décideurs, parce qu'on voit bien que toutes ces problématiques de l'eau suscitent beaucoup d'interrogations et on n'a pas tous la même définition par sujet. Donc c'est important qu'on ait un langage déjà commun du départ pour pouvoir donc se comprendre et après donc mettre en place les mesures efficaces pour pouvoir avoir un aménagement du territoire le plus adéquat possible et en lien donc avec l'urbanisation, bien sûr. Donc ça me paraît extrêmement important. Et vous avez bien, enfin, moi, je dis bravo pour le travail réalisé parce que non seulement ça vous permet d'avoir un gage commun, mais en plus de ça, vous allez jusqu'à définir des orientations qui peuvent servir aux acteurs locaux et ce qui me semble donc très important. Parce qu'on le voit bien, nous, dans les dossiers qui nous sont présentés, notamment sur les zones humides ou zones d'expansion des crues que vous avez évoquées tout à l'heure, eh bien, on voit bien qu'on n'a pas tous la même définition et que la substitution d'une zone à une autre, elle nous interroge parfois assez sérieusement et ne correspond pas tout à fait aux problématiques, aux orientations et aux objectifs donc on s'est défini au niveau du sage ou des sages, parce qu'on a beaucoup de problématiques que je retrouve dans votre guide, sauf bien sûr la submersion marine, parce que quand on va être concerné, on va avoir un grave problème de dérèglement climatique, à mon avis. Aujourd'hui, donc, on est peu concerné, mais sur tous les autres sujets, on est très concerné. Donc, je dis, on a à s'inspirer des travaux que vous avez menés pour les généraliser donc sur nos territoires et faire en sorte donc qu'on puisse avoir un langage commun, mais aussi être en appui des collectivités qui, je pense, sont demanderesses de définitions communes pour pouvoir avancer dans leur PLUI, SCOT, etc., enfin tout document d'urbanisme où il faut prendre cette problématique en compte. Et j'en veux pour preuve sur mon territoire du Vierzonais, on est en cours d'établissement, il n'est pas tout à fait définitivement arrêté, le PLUIH, mais j'ai bien vu l'incompréhension qu'il y avait entre les élus sur les sujets de l'eau et au départ, on n'en parlait même pas. Donc, ça veut dire qu'on se souciait même pas de savoir comment on allait alimenter telle ou telle zone à urbaniser ou urbaniser, qu'on ne se souciait pas des rejets. Donc, il a fallu faire reprendre un petit peu toutes ces problématiques-là en compte et notamment donc aussi les zones humides, hein, puisque malheureusement, malheureusement ou heureusement, enfin, les choses étaient faites comme ça. On a des villes ou des villages qui sont complètement installés dans des zones humides. Donc, comment compenser tout ça et comment contribuer au développement tout en limitant l'impact sur les zones humides? Même chose pour les zones d'expansion des crues, hein, puisqu'autrefois, on construisait les habitations autour des points d'eau. Et aujourd'hui, il faut gérer donc toutes ces problématiques inondations. Donc voilà, moi, les réflexions que ça m'apporte, et j'ai trouvé très intéressant donc ce que vous avez fait. Et je pense qu'on pourra donc s'en inspirer pour avoir un aménagement concerté, cohérent et compris par tous, parce que après la communication sur tous ces sujets-là, il est un peu compliqué. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants qui veulent Oui, s'exprimer sur le sujet. oui, oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, effectivement, le lien entre sage et document d'urbanisme me paraît extrêmement important. Et je voudrais savoir comment vous avez fait connaître les dispositions et les éléments du sage que les documents d'urbanisme se devront d'intégrer. C'est-à-dire, est-ce que vous avez partagé le guide, l'aspect communication. Est-ce que vous intervenez ou alors est-ce que c'est les structures gémapiennes qui interviennent lors de réunions thématiques d'élaboration ou de révision de documents d'urbanisme? Comment tout ça a matché? Parce que tout doit matcher pour que les éléments de l'eau se retrouvent de façon réglementaire dans les documents d'urbanisme. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais pas laisser penser que qu'on est arrivé au bout du chemin.
et qu'on a trouvé la formule pour que tout fonctionne. Donc, ce guide, c'est un élément parmi d'autres. C'était une réponse qu'on a cherché à faire. C'est pas forcément, voilà, une fois qu'on a fait ce guide, on n'a pas terminé. Voilà, ça, c'était quand même quelque chose que je voulais dire. C'est-à-dire que pour nous, c'est aujourd'hui notre support principal vis-à-vis des acteurs de l'urbanisme. Mais je pense que le guide en lui-même se suffit pas. Il faut vraiment mener une animation autour de lui, être proactif vis-à-vis des acteurs de l'urbanisme. Et aujourd'hui, nous, on a la contrainte que on n'a pas forcément les moyens, finalement, d'être suffisamment proactif vis-à-vis de ce guide. Bon, ça, c'était quand même un élément que je voulais dire. Pour répondre plus précisément à votre question, on a été confronté effectivement à la nécessité d'arriver à faire matcher, hein, comme vous disiez, ces éléments-là avec les enjeux hauts. Au début, on s'y est mal pris. C'est-à-dire que au début, quand le sage a été approuvé, j'ai envie de dire, on était tellement content d'avoir approuvé notre sage que on allait en réunion avec le document du sage. Vous avez vu disposition C15, ça marche pas. Ça marche pas. Avec les acteurs, enfin en tout cas au début, ça n'a vraiment pas fonctionné avec les acteurs du bassin, mais y compris ben, certains acteurs institutionnels hein, qui avaient pourtant suivi l'élaboration du sage, qui ont dit oui, non mais là vous êtes bien gentil, mais déjà nous on a nos propres, on n'a pas attendu le sage, on a nos propres difficultés, nos propres objectifs. Donc oui, oui, effectivement, ce serait bien qu'on fasse des inventaires de différentes choses, mais clairement, c'est pas dans nos priorités. Donc là, on a pu avoir on ne l'a pas fait, mais on a pu avoir la tentation de dire attention, c'est quand même un document opposable. Et en fait, on ne l'a pas fait pour la simple et bonne raison que la compatibilité, ça reste fragile. La mise en compatibilité, ça reste quand même très sujet à interprétation juridique et on n'a pas voulu faire le choix de forcer la main en disant, ah, mais si, vous êtes obligé, le sage a été approuvé, vous devez être compatible, donc vous devez faire les inventaires. Parce que on commençait à avoir des arguments de juristes hein, qui nous disaient, attention, le sage ne dit pas que vous devez faire les inventaires, le sage dit, vous ne devez pas détruire de zones humides. Donc, s'il y a une autre manière que de faire des inventaires pour démontrer qu'on ne détruit pas les zones humides, ben, finalement, ça marche aussi. Voilà. Donc, finalement, ce rapport de force-là, entre guillemets, il fonctionne pas bien. En tout cas, il fonctionne pas pour une structure comme la nôtre. Je pense qu'il a plus d'un, c'est plus un argument qui peut être utilisé. À mon avis, c'est pas le premier argument à utiliser, mais je pense que c'est important qu'il reste malgré tout présent au niveau des services de l'État. Nous, on l'a clairement vu, hein, c'est-à-dire que là où il y a eu des clics, souvent, c'est parce que les services de l'État ont aussi été à côté de nous pour dire attention, nous, ça va faire partie de notre instruction. Le fait qu'on soit sur un projet qui prend en compte, qui montre qu'il essaye de prendre en compte la non-destruction des zones humides, des zones d'expansion de crues, ça, on va le regarder, ça va faire partie de notre instruction. Sur certains secteurs, peut-être dans les premiers dossiers où les services de l'État aussi n'étaient pas encore non plus complètement au fait de ce qui était écrit dans le SAGE, il y a des dossiers qui ont pu passer sans que l'État finalement mette trop la pression. Et finalement, on a eu beau nous agiter tout ce qu'on voulait en disant mais si, regardez, c'est important. Bah voilà, là clairement on est passé à côté et il y a des documents d'urbanisme qui sont passés sans du tout prévoir d'inventaire ni même de protection réelle des zones humides. Voilà, donc ça c'est voilà, on a eu des ratés au début. Donc je pense que les arguments, c'est de nous ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de travailler en lien avec les services de l'État pour déjà aussi que chacun comprenne bien les enjeux, les tenants et aboutissants. Euh,
que ce soit pas l'argument premier qu'on dresse, entre guillemets, devant les collectivités, c'est vraiment plutôt essayer de convaincre de tout l'intérêt qu'il y a à prendre en compte l'eau en amont de la démarche. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire avec le guide. Euh, et fournir, parce qu'une fois qu'on a convaincu, oui, une fois qu'on a convaincu les acteurs sur l'intérêt de le faire, question qui vient tout de suite derrière, bah, ok, mais on fait comment? Voilà. Et donc, le deuxième, la deuxième difficulté sur laquelle on a buté quand on n'avait que le sage, si je puis dire, c'est que bah, on n'avait pas d'éléments de méthode, ni même de retour d'expérience. Et ça, voilà, c'est quelque chose à mon avis, qu'il faut anticiper. C'est-à-dire qu'il faut, à partir du moment où les gens, on a réussi à capter leur intérêt, il faut, entre guillemets, les rassurer sur la méthode, de dire on ne vous laisse pas tout seul pour dire débrouillez-vous à faire vos inventaires, on va vous accompagner et on va valoriser ce que vous allez faire. Et l'idée, c'est aussi, voilà, pouvoir s'adapter. Euh, tout ce qu'il y a dans le guide n'est pas forcément à retenir partout. Ah, voilà, on parlait tout à l'heure des zones de submersion marine. Bien évidemment, ça va concerner que la partie littorale. On ne va pas demander à nos têtes de bassin aux sources de la Charente de s'occuper comment, des zones de submersion. Voilà, donc il faut pouvoir s'adapter à chaque territoire. Voilà, ça implique pour moi une animation locale, un accompagnement local auprès des collectivités. D'une part, pour convaincre de l'intérêt, dire on n'est pas là pour vous enquiquiner, vous embêter, vous demandez quelque chose qui va encore coûter de l'argent et on sait que vous n'en avez pas beaucoup. Non, c'est de dire, dans votre réflexion pour l'aménagement de votre territoire, si vous prenez en compte l'eau, ça ne peut être qu'une plus-value pour vous. Et en plus, on ne vous embêtera pas, quelque part, derrière. Mais malheureusement, on est aussi, c'est la carotte et le bâton. C'est important aussi qu'on ait les services de l'État en soutien pour que si une collectivité ou voilà, manifestement dit choisit de pas du tout s'en préoccuper, qu'il puisse y avoir quand même cette menace, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là, mais de dire ça va quand même être regardé et potentiellement le projet sera retoqué, quoi. Je sais pas si j'étais un peu long dans ma réponse, je suis désolé, je ne sais pas si ça répond à la question complètement. Oui, 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 en partie en tout cas. Mais de toute façon, même, je dirais, si un territoire n'était pas couvert par un sage, le code de l'urbanisme est ainsi fait que de toute façon, les documents d'urbanisme doivent Mm, intégrer une dimension préservation des secteurs naturels au sein de leur rédaction, hein. tout à fait. D'une manière générale, juste l'application du code de l'urbanisme permet un certain nombre de protections, hein, déjà, hein. Mm. Voilà. Oui, juste un point. Et l'intervention au sein des commissions PLUI ou SCOT se faisait alors au-delà des services de l'État bien sûr, se faisait par des membres de l'EPTB ou par des élus référents que l'on trouvait au niveau de la clé. Non, ça s'est fait essentiellement au niveau des structures techniques, c'est-à-dire moi, enfin, et mes collègues. C'est essentiellement nous qui avons, voilà, donc, et ça s'est pas forcément fait au début. Voilà, c'est quelque chose qui, depuis 2010, depuis 2020, on va dire, qui est progressivement monté en puissance, et je pense qu'on n'est pas au bout du tout de tout ce qu'on pourrait faire. On est aussi limité par nos moyens. C'est-à-dire qu'on n'a pas de moyens dédiés à cette thématique-là, donc c'est au titre de l'animation du sage global qu'on le fait. Et donc, pour l'instant, on le fait à la demande des acteurs. Donc, lorsqu'il y a une demande, effectivement, on vient intervenir, on vient présenter, on vient, entre guillemets, suggérer de s'appuyer sur le guide et on se propose pour accompagner les démarches. L'autre entrée que l'on a, ce sont les avis. Les avis qui nous sont demandés bah, justement par les services de l'État. Et bon, on a beaucoup hésité. La clé s'est beaucoup questionnée sur quel rôle elle devait prendre par rapport à ses avis. Finalement, c'est devenu un outil euh, pour faire valoir les enjeux du sage et la bonne prise en considération ou pas de ce qui est demandé dans le sage dans les projets. Donc voilà, on intervient à ce titre-là. Ça ne nous convient pas parfaitement parce qu'on intervient a posteriori.
Donc on arrive un petit peu avec un rôle de censeur, de dire c'est pas bien, il aurait fallu faire ça. Donc on est un peu sur un constat d'échec quand on fait ça, mais ça permet quand même de ne pas laisser passer certains dossiers qui ont des lacunes importantes comme ça. Au moins de le spécifier. Après, les services de l'État s'en saisissent ou pas pour demander des compléments. En général, il y a des compléments qui sont demandés lorsqu'il y a besoin. Ça permet aussi de valoriser, de dire très bien, ah, voilà, tout a été pris en considération lorsque c'est le cas. Et ce qu'on préfère, alors là, on a une arme un petit peu nouvelle et du fait qu'on soit EPTB, c'est que maintenant on est associé en tant que personne publique associée, en tant que PTB. Et donc, à ce titre-là, ça nous permet d'être présents en amont hein, des projets et de s'appuyer sur le SAGE et sur le guide pour faire des propositions avant que ce soit trop tard. Enfin, je veux dire, avant que le dossier soit déposé pour avis. Et est-ce que ça vous est arrivé de faire des propositions, donner des lignes de conduite, je dirais, à suivre, tout à fait au début de la procédure, dans ce que l'on appelle globalement le portier à connaissance? Oui, alors, pas forcément dans le porté à connaissance, mais c'est vrai que alors, je ne sais pas si c'est le bouche à oreille ou le fait qu'il y ait des bureaux d'études qui ont essuyé, entre guillemets, les plâtres de nos premiers avis, de nos premiers retours. Maintenant, en général, c'est anticipé par les collectivités. De plus en plus de collectivités viennent nous voir en amont de la démarche. Euh, et du coup, bah, c'est vrai au tout départ, on n'avait pas le guide. On l'a construit au fur et à mesure et sur la base des premières difficultés, si je puis dire. Donc c'est vrai que maintenant, on peut dire, bah, écoutez, votre démarche très bien, mais oubliez pas tel ou tel aspect et vous pouvez vous appuyer sur tel ou tel critère qui sont définis dans le guide. Donc les démarches dont je vous parle, c'est des démarches qui sont en cours qui ont eu lieu l'an dernier. Donc on n'est pas arrivé encore au bout de la démarche, mais de plus en plus, hein, c'est vrai qu'on n'avait pas ces demandes-là initialement. Voilà, ça monte en puissance progressivement et ça nous convient bien parce qu'on se dit que bah, probablement, on espère en tout cas, que sur ces dossiers-là, on aura beaucoup moins de choses à dire lorsqu'on aura à émettre des avis en bout de course, quoi. Je vais vous proposer qu'on s'arrête là. On a déjà un petit peu dépassé le temps qu'on s'était fixé. Merci beaucoup en tout cas, Denis, pour ton intervention. Heureusement que Gonzague n'était pas là parce que tu avais besoin de beaucoup de temps finalement. J'aurais fait plus court, hein. La nature a horreur du vide. Bah, merci à vous. Merci à tous et puis bon appétit alors. Et la Merci. présentation et la vidéo seront en ligne cet après-midi sur les sites des sages, en tout cas au moins sur le sage Chira. Merci beaucoup. Bonne journée, bon appétit. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Bien, merci pour cette intervention. Merci à vous tous. Et puis, donc, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci.